ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas forcément prévue au programme, mais ce week-end je suis allée aux Utopiales, qui est un des plus grands festivals, ou peut-être le plus grand, parce que l'éditeur des Forges de Vulcain a dit que c'était le plus grand festival de science-fiction de France. Donc je suis allée aux Utopiales ce week-end. Et qu'est-ce que c'est que les Utopiales? C'est un festival qui se déroule à Nantes depuis 25 ans, aux alentours de Halloween, fin octobre, début novembre, sur plusieurs jours, et qui a un succès fou. Parce que sur les 4 jours cumulés, il y a eu 150 000 personnes qui ont visité ce festival qui a donc lieu à Nantes, pas très loin de la gare, pas très loin du tram, donc pour les gens qui veulent venir de loin, pas très loin des hôtels, tout est accessible dans le coin, enfin tout est facilement accessible. Et il commence à y avoir du beau monde parce que... ce week-end, par exemple, il y a eu Étienne Klein, qui est un vulgarisateur scientifique. On a eu Christelle Dabos, on a eu des auteurs non francophones qui sont venus d'Amérique, enfin du Canada, sans doute d'ailleurs également. Et j'ai envie de vous raconter un petit peu ce que c'était, comment j'ai vécu ce truc-là, et les quelques livres aussi que j'ai achetés, ceux que je n'ai pas achetés non plus, les rencontres que j'ai faites. Donc c'est parti. Déjà, ce badge-là, qu'est-ce que c'est? Aux Utopiales, la culture n'est pas facultative. Je pense que c'est ce petit badge qui a dû être fait cette année. C'est un petit clin d'œil au fait que les coupes budgétaires dans le domaine de la culture ont été tellement importantes cette année qu'il y a des associations qui ferment, des choses qui ne vont plus avoir lieu parce que c'est plus possible. Je crois que les coupes budgétaires étaient de l'ordre de 60%. 60% du budget des Pays de la Loire. Donc c'est pas ouf quand même. Et du coup c'est un festival qui est payant. L'entrée est payante. Le plein tarif, c'est de l'ordre de 15 € la journée. Donc ça, après, évidemment, si vous venez sur plusieurs jours, ça va être dégressif. Ça va être autour des littératures de l'imaginaire, mais plutôt axé SF quand même. Il y a aussi des films, des conférences, des débats, des choses autour des jeux de société, des jeux de rôle, de l'animation, de la BD. Il y a beaucoup de conférences aussi qui accueillaient des scientifiques, donc ça a quand même pas mal parlé sciences. Je vous parlerai des quelques conférences auxquelles j'ai assisté, j'en ai fait 6 quand même. Et j'ai pas tout compris honnêtement. Mais c'est un festival qui est inclusif aussi, donc inclusif au sens large, autant pour les personnes à mobilité réduite que pour les personnes d'autres minorités ou des personnes aussi en situation de handicap qui se trouveraient pas forcément très à l'aise de se retrouver au milieu de dizaines de milliers de personnes qui grouillent et qui papotent de partout. Donc c'est quand même super cool. Et cette année, pour soutenir les Utopiales, ce que je pense que j'avais pas vraiment fait avant, j'ai acheté 2-3 bricoles, comme par exemple, bon ça c'est juste un carnet ligné, c'est un carnet Rhodia d'ailleurs, carnet habituel avec des lignes, papier vélin, etc. La petite poche aussi pour s'il y a des documents à garder et un signet. On m'a offert aussi, parce que j'y suis allée avec une amie et avec mon compagnon, on m'a offert un marque-page que j'ai déjà évidemment perdu. Bon, le marque-page, c'est un morceau de l'affiche, le visage de l'affiche en fait. Non, je l'ai pas perdu le marque-page, c'est juste que je l'ai pas emmené. Mais bref. Donc nous y sommes allés le samedi et le dimanche. On s'est fait des bonnes journées parce qu'on assistait à la première conférence. Le samedi, on a quitté un petit peu plus tard. Le dimanche, on a quitté un peu plus tôt parce qu'on commençait à être cuit. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors déjà, le samedi matin, il y avait une conférence, une rencontre avec Christelle Dabos. Donc c'est l'autrice notamment de La Passe Miroir, de Nous, qui est, je vais vous le montrer,
C'est l'autrice de Nous, qui est sa dernière sortie, qui a remporté le prix, jeunesse, il me semble, des Utopiales. C'est bien jeunesse, une dystopie. Donc, je n'ai pas fait de dédicace. Parce on peut rencontrer des auteurs et faire des dédicaces. Il y avait vraiment trop de monde, ça me mettait pas à l'aise, donc j'ai pas pris le temps. Ça m'aurait demandé un petit peu trop, donc je ne l'ai pas fait. Et Christelle Dabo, c'est l'autrice de La Passe Miroir, qui est le roman et la saga qui l'ont fait connaître auprès du grand public, parce qu'elle a gagné le prix Gallimard du roman jeunesse il y a quelques années, 2019 peut-être bien, 2017. Elle a écrit ensuite Ici et seulement ici, qui se passe, il me semble, dans un collège et qui doit traiter, il me semble, de harcèlement moral notamment. Mais c'est toujours quelque chose qui appartient aux littératures de l'imaginaire. Et nous, on est sur une société où chacun veut agir chacun a l'instinct d'agir pour le bien de tous, mais d'une certaine manière. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un livre que je n'ai pas lu, mais elle en a parlé pendant la rencontre. Donc Christelle Dabos a parlé de son processus d'écriture, elle a parlé de comment elle a vécu en fait le fait de gagner ce concours, de devoir enchaîner ensuite sur les autres livres, comment elle a géré les attentes du lecteur, ce qui n'était pas évident non plus, les attentes des lecteurs, les relations avec son éditeur, comment ça lui a quand même donné envie de continuer à écrire. Et puis je pense que... Enfin, moi, pour Christelle Dabos, j'ai une carte de fidélité, donc j'achèterai tous ses livres et je les lirai à mon rythme. La conférence L'IA est-elle une personne, donc accueillait trois personnes qui s'intéressaient de près ou de loin à l'IA et était animée par Floriane Soulas, qui est éditrice aux éditions Argile et qui est également qui fait partie de l'équipe de programmation des Utopiales. Le truc qui était intéressant, c'était de voir à quel point les utilisateurs de l'IA peuvent la personnifier dans certains cas, notamment dans le rôle qu'elle lui donne dans la solitude, dans aller se confier à une machine, lui demander des conseils, etc. Donc vous voyez, là on est vraiment sur du côté des dérives de l'IA. Et je trouvais, ma foi, que c'était assez intéressant. La dernière grande conférence à laquelle on a assisté le soir, c'était Quête héroïque, une aventure solo ou collective. Donc c'était sur le voyage du héros, qui est un concept qui a été établi par Campbell. Les invités, c'était Léo Henry, Stéphane Plateau, Rivers Solomon, et animé par Jérôme Vincent. Donc ce sont tous trois des auteurs. Stéphane Plateau, c'est un auteur qui a écrit Le Sentier des Astres. Les Sentiers des Astres, c'est une série de 3 livres, il me semble. Et Stéphane Plateau, donc, c'est quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est mythologie pas forcément européenne, ce qui fait que c'est peut-être plus intéressant. Enfin, plus intéressant. Il y a une espèce de quête et de connaissance autour de mythologie étrangère d'Asie, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais en tout cas, l'approche de Stéphane Plateau était intéressante, ma foi. Léo Henry, c'est aussi un auteur que je ne connaissais pas, un auteur de SF plutôt. Et River Solomon, elle est traduite, et c'est une auteurice américaine, il me semble. Elle est traduite et publiée aux Forges de Vulcain. Et j'ai acheté en poche il y a quelques temps Soroland, que j'ai toujours pas lu, et elle a Model Home, pardon, qui vient de sortir en fait aux Forges de Vulcain. Et ce qui était intéressant du coup, c'était une mise en question avec cette espèce de structure narrative qui est supposée être universelle selon Campbell, donc le voyage du héros, qui se fait en une 12aine d'étapes, il me semble. Donc le voyage du héros, en fait, c'est une structure narrative que des auteurs peuvent utiliser encore de nos jours, alors qu'elle a une centaine d'années.
Et c'est aussi une structure narrative qui est décriée parce qu'en fait Campbell a dit j'ai trouvé une structure narrative qui existe dans tous les contes, les mythes, les légendes et c'est celle-ci. Et les spécialistes des contes, des mythes et des légendes ont dit en fait pas du tout. Ce qui fait que Campbell a fait une espèce de généralisation sur certainement quelques connaissances qu'il avait, mais c'est pas la réalité. Mais et ça donne en fait des récits qui peuvent être assez structurés et qui ont toujours les mêmes points d'étape. C'est plutôt on serait plutôt sur de la fantaisie héroïque ou quelque chose comme ça. Et le truc qui était intéressant au cours de la discussion entre Léo Henry, Stéphane Plateau, Rivers Solomon et l'animateur Jérôme Vincent, c'est le fait de commencer à aborder aussi une fantaisie du quotidien où ce qui peut être intéressant, ça va être la petite tartine beurrée de 4 heures et pas forcément d'aller quitter sa maison et de se mettre en quête d'un ailleurs et d'un autre chose pour revenir au final plus tard dans la maison. Donc c'était très grossièrement, j'ai résumé une conférence qui durait à peu près 1 heure. Le lendemain, on avait une rencontre avec Étienne Klein. Donc c'était une conversation entre Étienne Klein, qui est un vulgarisateur scientifique, et Roland Lehoucq, qui enseigne la physique à des étudiants en sciences sociales, si j'ai bien compris. Je ne connaissais pas Étienne Klein. Mon compagnon aussi, parce que il doit lire pas mal à son sujet. Et j'ai pas honnêtement tout capté de cette conférence-là parce que ça abordait de la physique et je me suis très éloignée de la physique depuis mes cours de collège en 4e, 3e, donc ça remonte. Parce que ça remonte au siècle dernier. Donc c'était pas inintéressant. Il a fait un moment en répondant à une question du public sur quel était selon lui des films qui étaient fidèles ou pas justement à la science, à des préceptes, à une espèce d'exactitude scientifique. Et il a parlé de Interstellar et de Tenet, qui sont tous les deux des films de Christopher Nolan, si je ne me trompe pas, où en gros il disait que Interstellar était plutôt en accord avec ce qu'on sait des trous de verre, des dimensions parallèles, etc., du temps, de l'astronomie aujourd'hui, alors que Tenet, à l'inverse, ne s'embarrassait pas d'exactitude scientifique. C'est pour ça que c'était un film qui... moi, je l'ai pas vu Tenet, mais j'ai vu et adoré Interstellar. Mais Tenet est un film qui a beaucoup agacé Étienne Klein. Il y avait pas mal de discussions autour de concepts de physique, de la question de l'allaitement en haute montagne, parce que visiblement, on ne peut pas, les femmes ne peuvent pas allaiter leurs enfants passer une certaine hauteur en montagne. Donc au Pérou, les femmes descendent, quand elles ont des enfants en bas âge, elles descendent de quelques peut-être milliers de mètres pour pouvoir nourrir leurs enfants. Ce qui doit sûrement être pareil aussi pour les animaux d'élevage, etc. Enfin, les mammifères. Donc c'était intéressant, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. J'ai vérifié, j'ai pas trouvé, mais je le crois. Mais c'était intéressant, c'était vraiment intéressant. On a eu ensuite une conférence qui s'appelait Des cerveaux singuliers avec J.D. Kurtness, qui est une autrice, une autrice canadienne autochtone, papa autochtone, et Stéphane Charpier, qui, il me semble, a travaillé dans l'imagerie médicale auprès de personnes épileptiques notamment. Et la modération, c'était Florence Porcel. Et la question des cerveaux singuliers, c'était justement la question des cerveaux divergents, des cerveaux qui pouvaient être augmentés, simplifiés, augmentés, implantés, artificiels, synthétiques, etc. D'ailleurs, j'ai eu un petit loupé par rapport à J.D. Kurtness parce que elle, en fait, elle m'a un petit peu tapé dans l'œil, surtout sa dernière publication, qui s'appelle c'est La Vallée de l'étrange, qui est aux éditions des Paysages. C'est une novella
Une artiste vient à produire des petits robots capables d'apprendre et d'évoluer en fonction des outils d'apprentissage que leur fournissent leurs propriétaires. Ces objets deviennent rapidement populaires, ils développent des compétences et deviennent de plus en plus humains. Devant ce succès, des groupes contestataires se forment, accusant la compagnie qui les produit de provoquer ou d'encourager la pédophilie, entre autres. Les jouets sont détruits, leurs propriétaires traqués et harcelés. Loin de la clameur du monde, Sim, un modèle 5033, est l'un de ses compagnons, adopté par un fermier doté de patience et d'un sens inné de la pédagogie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, je pense que c'était IA, avec Ali Joel Osment qui était tout jeune encore, l'enfant qui voit des morts dans Sixième Sens, si je me trompe pas. Et dans IA, on avait déjà cette notion de est-ce que des robots qui vont avoir une apparence très proche de l'humain et qui vont imiter des comportements humains pour provoquer en fait des sentiments et des émotions humaines chez les humains, est-ce que quelque part les doter de ces facultés-là, ça les fait rendre humains ou pas? Ou est-ce que ça reste des machines qui sont programmées et qui agissent en fonction de leur programme? Donc là, c'était vachement intéressant et je trouve que c'est le livre de J.D. Curtness s'en rapproche. Donc le petit loupé, c'est qu'en fait, on a fait quelques passages à la librairie et c'était vraiment truffé de monde et j'ai pas réussi à le choper parce que il y avait trop de monde. Donc tant pis, ça sera une commande, un de ces quatre. Stéphane Charpier a écrit aussi 2 livres récemment. En tout cas, vous inquiétez pas, pour les personnes que je cite, je mettrai leur fiche Babelio, par exemple, comment dire, en barre d'information. En barre d'information, comme ça, vous pourrez aller jeter un œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Du côté de Stéphane, Stéphane Charpier est professeur de neurosciences. Son dernier livre, c'est Le cauchemar de Descartes. Mais moi, j'ai l'impression que c'était l'autre qui m'intéressait le plus. Donc je vous dis juste les 2 premières phrases du résumé. Nous avons tous la certitude que notre existence est guidée par des choix raisonnés, reléguant notre cerveau au rôle de simple exécutant de notre conscience. Issue du dualisme cartésien, cette vision cogito-centrée est remise en cause par les neurosciences modernes. Celui-là, me disait un petit peu moins que l'autre, qui est plus ancien. L'autre, c'est la science de la résurrection, parce que c'est un monsieur qui a aussi travaillé sur l'imagerie médicale des personnes qui sont plongées dans le coma. Et la science de la résurrection, c'est aux éditions Flammarion, ça date de 2020. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous passons de vie à trépas? Pourquoi son activité persiste-t-elle parfois? Et qu'est-ce que mourir au fond? Aussi étrange que cela paraisse, les frontières de la mort restent mal définies, et pour cause. Depuis la résurrection d'une pendue en 1650 et les électrisations de cadavres menées par Galvani, elles n'ont cessé d'être repoussées. Aujourd'hui, les nouveaux docteurs Frankenstein envisageraient même de greffer un corps pour prolonger la vie. Souvenez-vous, on n'en a pas reparlé, donc je ne sais pas si l'opération a été faite ou pas, mais un médecin russe, il me semble, avait le projet d'accompagner, entre guillemets, un patient qui avait une maladie neuromusculaire et qui se rapprochait gentiment de sa fin de vie, de greffer la tête de ce monsieur-là sur un corps pas malade. C'est une maladie génétique. Je suis assez sceptique. Je pense que ça marche pas, donc j'ai pas envie de savoir si ça a marché ou pas non plus, parce que j'ai pas envie de savoir que le pauvre patient est mort. On a vu ensuite L'erreur créatrice. C'était avec Étienne Klein, Stéphane Beauverger, Siècle Vaillant et modéré par François Bontemps. Donc là, on était sur parler en fait de l'erreur comme potentiel de création. Donc, ils ont défini l'erreur, à savoir est-ce que l'erreur c'était on a une idée précise, un objectif qui est précis, qui est bien défini, bien délimité, et c'est le fait de ne pas l'atteindre, ou est-ce que accidentellement on découvre autre chose que ce qu'on était censé chercher?
Et comment une erreur comme ça, justement, dans le processus de création, surtout autour de livres, hein, comment une erreur peut servir pour faire avancer son scénario, comment dire, avancer son personnage, etc. Qui sont ces gens-là? Donc Stéphane Beauverger, c'est l'auteur notamment du Déchronologue et je l'ai acheté au Mystérial. C'est l'auteur de Collision par temps calme chez La Volte. C'est une collection Utopia, donc ce sont des utopies, donc des utopies où le monde va bien. Une utopie sympa. Et Stéphane Beauverger, donc c'est aussi l'auteur du Déchronologue, et c'est également un directeur narratif dans les jeux vidéo. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il chapeaute un peu tous les créatifs, il prend les décisions, mais il anime son équipe, etc. Et je trouvais son expérience justement de directeur narratif et son expérience du jeu vidéo, de la précision du scénario était très intéressante. Et là où justement lui, il essayait d'éviter au plus l'erreur, c'était dans le Déchronologue, parce que c'est un livre qui va jouer sur peut-être des paradoxes temporels. On est sur un contexte de piraterie, XVIIe siècle, Caraïbes, et je me souviens qu'il y avait des histoires de merveilles. Les merveilles étant des objets qui n'appartenaient pas à ce temps-là, qui se retrouvaient en fait au XVIIe et qui se monnayaient fort. Et ces objets-là, en fait, étaient des objets qui étaient un petit peu l'accident dans la ligne du temps, parce que c'était des anomalies, c'est des objets qui n'avaient rien à faire ici, et peut-être des objets qui voyageaient temporellement, pardon, et ce qui fait que lui, il a dû avoir construire un scénario qui était très précis pour ce livre-là. C'est un livre qu'il faut que je lise. On avait aussi Siècle Vaillant, qui est de formation philosophe, qui est l'autrice de Plein Ciel, que je n'ai pas lu, et qui va sortir avec Anouk Faure, qui est une autrice. Alors attendez, je vais vous trouver Anouk Faure, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut. Anouk Faure, c'est l'autrice et l'illustratrice de La Cité diaphane aux éditions Argile. Je crois qu'elle a gagné des prix pour ses bouquins. Il me semble que c'est quelqu'un qui commence à à se construire une certaine crédibilité dans le milieu en tant qu'autrice, en tant qu'illustratrice. Et Siècle Vaillant et Anouk Faure vont sortir début 2026, il me semble, un tarot qui est à destination des auteurs. Donc ça va être un oracle, pardon, c'était pas un tarot, un oracle. Un jeu de 52 cartes qui sont destinées à accompagner l'auteur dans son processus de création et de construction de son scénario, de ses personnages, de son histoire. Ou ça peut être un moment T, vous êtes un peu coincé dans votre histoire, vous tirez une carte, ça vous donne une contrainte que vous intégrez dans votre récit. Je dois vous avouer que ça c'est quelque chose que je vais guetter très fort, donc je vais suivre ces personnes-là sur Instagram, et je trouvais que c'est un débat qui n'était pas forcément évident à suivre, parce que du côté d'Étienne Klein, on était du côté de la science, de la physique surtout. Du côté de Siècle Vaillant, on était du côté de la philosophie, et du côté de Stéphane Beauverger, on était sur les jeux vidéo, et là j'ai eu un petit peu de mal des fois à suivre, parce que je suis pas très très scientifique. Mais quoi qu'il en soit, là vous êtes en train de me dire, bah, elle est bien mignonne avec ses conférences, moi je m'en fiche, je pourrais pas les écouter. Eh bien si. Les conférences des Utopiales à partir de 2023, vous pouvez les trouver sur toutes les applications de podcast. Elles sont sur Deezer, elles sont sur Spotify, il y a un truc à Oxa, un truc comme ça. Donc je vais mettre en lien, tapez juste sur Google, ou enfin sur votre moteur de recherche, Utopial 2025 podcast, vous allez les trouver. Pour les podcasts qui sont de 2019 à 2023, elles sont sur le site des éditions ActuSF. Je pense que ça s'est arrêté avec la fermeture des éditions ActuSF qui ont été rachetées et qui sont devenues les nouvelles éditions ActuSF.
Donc, ce qui veut dire qu'on a accès à 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a potentiellement 7 ans de podcasts qui vont être disponibles rapidement parce que les 2025 ne sont pas encore sortis. Donc je vous conseille de les regarder parce que je pense notamment aux personnes qui ont envie par exemple d'écrire sur de la science-fiction ou peut-être aussi de la fantasy ou du fantastique. Parce que moi j'ai déjà assisté à des conférences sur des loups-garous, sur des vampires, sur des zombies, c'était il y a 2-3 ans. Euh, Vous allez trouver du grain à moudre en fait. Ça va nourrir votre réflexion. Et si vous êtes un peu timide parce que vous pensez que vous ne connaissez pas trop, vous allez avoir des références en termes de lecture, de littérature, de nouvelles, de romans, de BD, de films, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. J'ai été raisonnable. Pourquoi ? Parce que c'était truffé de monde. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes à la librairie le samedi. J'étais à 2 doigts de la crise de panique tellement il y avait du monde et que j'avais pas d'air. J'ai survécu. Je n'ai pas paniqué plus que ça. Je suis restée à un niveau de tension assez élevé, je pense, mais l'honneur est sauf. Non mais c'était compliqué. En tout cas, le truc, là où je tire mon chapeau pour les Utopiales, c'est que j'ai vu quand même que ils ont un service d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap qui est quand même proche, ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui est en difficulté avec la foule, le bruit, c'était énormément de monde qui, on avait l'impression d'être dans une ruche avec tout le monde de réveillé, donc franchement c'est fatigant. Et ces équipes-là étaient là pour les personnes qui étaient en difficulté, pour les épauler quand ça se passait pas trop bien. J'ai acheté 3 livres, j'ai acheté 2 romans et un guide. On va commencer par le guide. Donc j'ai acheté le guide des genres et des sous-genres de l'imaginaire. C'est de Apophis, que je ne connaissais pas. Et on est chez Albin Michel Imaginaire. Ça m'intéressait parce que déjà Albin Michel Imaginaire, je crois que j'ai pas beaucoup de bouquins de cette maison d'édition. Enfin surtout de cette collection-là, donc je voulais voir ce que ça donnait. C'est un livre qui vient de sortir, il me semble, qui ne coûte que 14,90 € et qui va être assez exhaustif sur les différents genres. Donc déjà, j'ai feuilleté vite fait, moi. Apophis, en fait, c'est un grand fanat des littératures de l'imaginaire qui a un blog qui s'appelle Le culte d'Apophis. Ça fait 30 ans en fait qu'il lisait tout seul dans son coin et sur la suggestion d'un professionnel de l'édition, il a ouvert son blog Le culte d'Apophis afin de partager ses analyses et impressions sur les romans de science-fiction, fantasy et fantastique qu'il dévore avec toujours autant de plaisir. Très intéressé par la taxonomie et la phylogénie de cette littérature, je ne sais pas ce que ça veut dire, il commence l'écriture d'une série d'articles sur le sujet qui formeront la base du présent guide. Donc voilà, je vais vous dire rapido je vais vous dire rapido la table des matières. J'y étais. En première partie, en fait, il va dresser une définition de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Définition stéréotypée, la méthode du chat, la conception anglo-saxonne, donc conception anglo-saxonne, le fantastique n'existe pas. Et sa définition à lui est un petit mot sur le fantastique. En deuxième partie, autre genre des littératures de l'imaginaire, différence entre sous-genres et simple étiquette marketing. Mélange des genres, complexe de supériorité, science fantasy et steampunk avec un petit détour par l'Uchronie et le weird, je ne sais pas comment ça se dit, bizarre. Science fantasy, Uchronie, sous-genre de l'Uchronie avec l'Uchronie historique, personnelle, de fiction, de fantasy, la dyschronie. L'Uchronie à ne pas confondre, histoire secrète, histoire contrefactuelle, l'Uchronie a posteriori, le steampunk. Et au niveau des codes, il parle de weird et de new weird. Conception venue d'ailleurs, donc absence de fantastique, urban fantasy, low fantasy et réalisme magique. Monde imaginaire ou monde réel, une des conceptions pour définir le fantastique, la fantasy et la low fantasy et la high fantasy. Des sous-genres comme la bitlit, young adult, hope, punk, donc punk mais avec de l'espoir. Fantasy politique, militaire, fantasy de crapule,
Troisième partie, les sous-genres majeurs de la fantasy. Heroic Fantasy et Sword and Sorcery, High Fantasy, Dark Fantasy, Urban Fantasy, Portal, Crossworlds Fantasy, Fantasy politique, Fantasy militaire. La fantasy de demain, avec des fantaisies post-médiévales, Gaslamp Fantasy, Arcane Punk Fantasy industrielle, Fantasy exotique, Fantasy inspirée par la SF, Fantasy intelligente, Fantasy historique, Fantasy criminelle. Sous-genre mineur de la fantasy avec la light, la fantasy animalière, la colonial fantasy, fantasy slave. Fantasy slave ou fantasy slave? Bah je sais pas. Fantasy arthurienne, érotique, mythique, fantasy of manners, space fantasy. Waouh, swashbuckling fantasy, hard fantasy. Je vous laisse vous dépatouiller avec ces noms que je vous balance. Sixième partie, les genres et sous-genres en punk. Cyberpunk, post-cyberpunk, biopunk, nanopunk, solarpunk, steampunk, clockpunk, dieselpunk, atompunk, gaslamp fantasy, silkpunk. Sous-genre majeur de la SF, on arrive au bout, il n'y a plus que 2 parties. SF d'anticipation, Space Opera, Planète Opéra, Nouvelle vague de la SF, New Space Opera, SF transhumaniste, Hard SF. Donc Hard SF, là, faut s'accrocher à ses cheveux parce qu'il y a ces concepts scientifiques à balle. Soft SF, là on est plus light. SF apocalyptique et post-apo, dystopique, militaire, horrifique, voyage dans le temps, monde parallèle, cyberpunk, post-cyberpunk et dérivé. Donc il y a des trucs qui se répondent un peu d'une partie à l'autre. Et enfin, 8e partie, sous-genre mineur et thématique de la fantasy. De la science-fiction. Science-fiction humoristique, science-fiction d'enquête, sous-marine, climate fiction, space western, SF de la fin des temps, de la Terre mourante, SF de rencontres extraterrestres. Donc c'est un bouquin qui fait un petit 200 pages, à peine. 200 pages, c'est la page 200, on est au remerciement, grosso modo. Donc, moi, ça m'intéresse parce que justement, il y a plein de sous-genres, en fait, que je connais vaguement de nom, mais que j'ai pas lu. Donc, j'avais besoin de références et j'avais besoin de définitions complémentaires à ce que j'apprends, par exemple, chez Licard. Deuxième roman, qui est aussi lié quelque part à Licard, c'est Se méfier de Lokidor de Julia Richard. C'est Pop Woman Selection. Je sais pas ce que c'est. On est aux éditions de L'Homme sans nom. Et c'est un petit roman qui coûte 21,90 € avec des chapitres très courts. 49 chapitres là-dedans. Premier roman, 9, Jaspé. Il y a un début à tout. Mais on reste sur du brochet. Si je ne mélange pas encore brochet et relié. Du temps, de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. Grand-papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a 50 ans et qu'une fois encore le pire est à venir. Mais grand-papy, il perd la tête ces derniers temps. J'ai déjà suffisamment à faire et j'ai passé l'âge de croire à la magie. Attention, je vais être très forte en allemand, lorrain. Schmutzheim est un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée. Astrid, 17 ans, y prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid, parvenant difficilement à joindre les deux bouts. Les filles complètent leur activité fermière avec le commerce de remèdes artisanaux, ce qui leur vaut la réputation de sorcières et la méfiance de leurs voisins. Et alors que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elle, combien de temps encore avant qu'elle ne soit désignée coupable? Autrice des très remarqués Carne et Paternoster, Julia Richard revient avec un texte sombre et inquiétant, donnant la part belle aux obstacles banals du quotidien, aux préoccupations adolescentes et à la richesse de la langue française et lorraine. Se méfier de Lokidor allie récit intimiste et conte funeste inéluctable. Donc c'est une illustration de FX Pavillon. On a une madame qui flotte dans l'eau, un petit peu à la manière d'Ophélie. Je vous montre rapido, on a des en-têtes de chapitres à chaque fois, et cette plante aussi en fin de chapitre. Et on est vraiment sur des chapitres qui sont très courts, hein, qui font 4-5 pages à tout casser. Et il y a plusieurs parties aussi, avec des
des illustrations de ce genre. Je sais pas si c'est la même personne qui a tout illustré. Donc Garn et Paternoster, c'est aussi aux éditions de l'Homme sans nom. Bon, par contre, je vais pas vous lire le début des romans parce que ça va être un peu trop long vu ce que je vous ai présenté avant. Autre chose que lui, je l'ai déjà lu. Pas ce roman, mais j'ai déjà lu Michael Rock. C'est T-Bawan, si je prononce bien, de Michael Rock, aux éditions La Volte. Alors, sous ce magnifique bandeau, je suis pas méga fan des bandeaux, moi. Donc, Patrick Chamoiseau de La Volte dit « Michael Rock ajoute une dimension précieuse à notre littérature. » Parce que je voulais vous montrer que c'est une carte. L'illustration est une carte. Et ce livre-là n'est pas jaspé. Et il y a des rabats aussi. Donc, Lanville, mégalopole caribéenne, vitrine rutilante des diversités culturelles, havre pour tous les migrants du monde, est au centre de tous les regards. À la pointe de la technologie, constellée d'écrans, la ville s'élève de plus en plus haut, mais elle oublie les trames qui se tissent en son sein. Pat et sa bande de débouillards, donc c'est un terme créole je pense, vivent de magouilles et de braquages. Joe et Patson courent de galère en galère, poursuivis par les flics. Ezzy et sa sœur Lonia, traductrice, infiltrent les hautes sphères des corps politiques. Corps politiques collés. Corps politiques. Toutes et tous rêvent en secret de retrouver la terre de leurs ancêtres, le tout-monde, enseveli quelque part sous le béton. Pour y parvenir, un seul chemin, faire tomber les murs entre Lamba et Lanwo et renverser l'ordre établi. Roman choral irrigué par une langue hybridée et vibrionnante, Temawan ouvre la voie à une science-fiction caribéenne francophone, inventive et décoloniale. Alors, Michael Rock, j'ai lu Moi Peter Pan. Il y a quelques années, c'est un tout petit roman qui doit faire un peu moins de 200 pages, qui est une réécriture moderne de Peter Pan, de Jane Barry, qui est très proche en fait de l'œuvre originale de Jane Barry, et pas du tout, vous pouvez oublier le Disney, parce que le Disney a vachement édulcoré le personnage de Peter Pan et l'univers. Moi, Peter Pan, on est sur Jane Barry. Michael Rock ne va pas du tout. Michael Rock ne va pas du tout édulcorer cette histoire. On est sur toujours un personnage de Peter Pan qui est très égocentré, qui tue les enfants perdus qui se mettent à grandir. Faut le savoir. Avec un monde qui est hyper hostile, avec des batailles pour contre les pirates. C'est un univers qui est sanglant, c'est un personnage qui est sanglant, et c'est un personnage qui rassemble autour de lui des enfants sur qui il règne comme un despote. Pourquoi j'ai pensé à Temawan? C'est parce que j'ai bien aimé Moi Peter Pan. Même si je trouvais qu'il y avait un... Ça c'est à titre personnel parce que j'ai toujours un peu plus de mal avec les textes courts qu'avec les textes longs, et moi je suis un peu restée sur ma faim sur moi Peter Pan, mais seulement parce que c'était court à mon goût. Et Temawan, on est aussi sur de l'afrofuturisme. C'est je sais pas si c'est un genre, sous-genre, etc., une coloration, une teinte particulière du futurisme, de la SF, mais c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je vous ai dit donc que j'ai loupé le bouquin de J.D. Curtness que j'avais vu en conférence sur la personnification des IA. Et j'ai aussi raté les romans de Mélodie Joseph, qui est aussi plus ou moins autour de l'afrofuturisme, qui est une autrice caribéenne, il me semble, française, qui vit à Montréal pour son travail, et qui a publié une trilogie, c'est La Semeuse de vent. Et en fait, j'avais repéré qu'il y avait deux livres en poche, qui sont très beaux. On est sur des livres jeunesse, young adulte plutôt, peut-être plutôt adolescent que young adulte. Et en fait, je cherchais le troisième, mais je ne sais pas s'il est sorti. J'ai vu les deux bouquins le samedi. Le lendemain, il n'y avait plus que le premier. Donc je me suis dit, tant pis, je vais attendre que tout sorte et j'achèterai les trois.
Donc, voilà ma moisson qui est quand même assez restreinte pour les Utopiales cette année. J'ai été raisonnable, la foule m'a aidée. Et je pense que j'y retournerai plus régulièrement maintenant. J'irai y faire un tour tous les ans parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et là, je pense que dans les jours à venir, je vais aller faire une petite moisson de conférences passées sur les podcasts. Donc, soit sur les podcasts des Utopiales sur les plateformes de podcast ou sur les anciens podcasts d'avant 2023 qui sont sur le site des éditions ActuSF. Je sais pas où sont celles qui sont avant, elles étaient peut-être pas enregistrées. On verra, je demanderai bien. Je m'arrête là, j'espère que c'est quelque chose qui vous a quand même intéressé. Ceux qui ne vivent pas du tout en Pays de la Loire, j'insiste sur le fait que c'est à Nantes, c'est à côté des transports, c'est à côté des hôtels, il y a de quoi manger. Bon, par contre, si vraiment la foule c'est compliqué avec vous, ne vous mettez pas en difficulté. Mais c'est quand même c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus d'associations qui viennent de loin. Et avant que j'oublie, je vais vous faire de la petite pub pour je pense que c'est une association, c'est 27C. Donc 27C, c'est un jeu de rôle coopératif, d'arc narratif, un jeu dans lequel les joueurs incarnent les fragments du personnage 27C. Ils se meuvent sous forme d'ombre. Leur objectif est de protéger 27C et de l'accompagner dans sa quête de mémoire. Je vous mettrai les liens parce qu'ils ont un Instagram, un Facebook, un mail et un Discord et également une boutique Etsy. Je sais, si vous avez envie de flasher, là je vous mets le truc pour leur lien. Et moi ça m'a intéressé en fait parce que je connais la scénariste Garance qui participe aussi en fait à l'ICAR. Donc on s'était plus ou moins donné rendez-vous et on a réussi à se choper. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon mercredi. À très probablement samedi pour la suite des nouvelles du Horla. Donc là le recueil, hein, on a déjà lu le Horla de Guy de Maupassant. Il y a encore trois samedis pour finir le recueil. À dimanche pour les mutinés de l'Elseneur, je crois qu'il reste aussi trois dimanches à peu près. Sinon, on se retrouvera au mois de décembre pour Shirley de Charlotte Brontë. Et je suis à moitié en train de me chauffer là pour enchaîner sur des contes, les contes des mille et une nuits, le tome 2. Mais je vais sûrement le goupiller autrement pour que ce soit un des gros contes cadres et pas un des tout petits au niveau de la coupure. Donc ça va être un peu complexe à découper. Très bon mercredi à vous, à tout bientôt. Rêvez tout plein, lisez tout grand ou l'inverse. Puis dites-moi si c'est quelque chose qui vous a intéressé comme vidéo. Parce que, ah oui, très rapido, je n'ai pas fait de prise de vue, que ce soit photo ou vidéo, parce que je suis pas très à l'aise de le faire en public. Et là, il y avait un petit peu 150 000 personnes sur capture, au secours. Donc je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas fait de photo de là-bas. Je vous mettrai tout en barre d'informations si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Parce que vous avez notamment le compte Instagram des Utopiales. Salut!